Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, les nations africaines ont récemment adopté lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine en Ouganda une nouvelle stratégie pour booster le secteur agricole. L'objectif est d'augmenter la production agroalimentaire et de stimuler les investissements. La population du Sud Kivu en République démocratique du Congo est en pleine crise humanitaire suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. On compte plusieurs dégâts matériels. Le point dans un instant. Et puis le golfe de Gascogne en France ferme ses portes pour une durée de 1 mois. Une mesure gouvernementale qui vise à protéger cet espace marin. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le 3 février 2025 marquera le début d'une nouvelle perturbation énergétique pour le Togo, le Bénin et le Ghana. En raison des travaux sur le gazoduc ouest-africain pour 1 mois, les flux de gaz en provenance du Nigeria seront suspendus. Une situation qui affectera directement la production d'électricité dans ces pays. Honoré Kata nous en dit plus dans cet élément. À partir du 3 février 2025, le Togo, le Bénin et le Ghana s'attendent à de nouvelles perturbations dans la fourniture d'énergie. Ces difficultés proviennent des travaux de maintenance planifiés sur le gazoduc ouest-africain, une opération visant à renforcer la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure. Ces travaux entraîneront une suspension temporaire des flux de gaz en provenance du Nigeria, principal fournisseur pour ces pays. Comme une large part de ces gaz est utilisée pour la production de l'électricité, cette interruption affectera inévitablement l'approvisionnement en énergie, avec des conséquences notables sur les infrastructures de production et de distribution. L'impact de cette situation sera particulièrement ressenti au Togo, où la centrale thermique de Lomé dépend fortement du gaz nigérian pour sa production d'électricité. En conséquence, les coupures d'électricité deviendront probablement plus fréquentes, perturbant ainsi non seulement les activités économiques, mais aussi la vie quotidienne des populations. Les entreprises locales, déjà confrontées à des défis économiques, seront à de nouveau pénalisées par ces interruptions récurrentes, ce qui pourrait ralentir leur productivité et freiner la croissance économique du pays. Cette nouvelle crise énergétique fait écho aux difficultés rencontrées en 2024 lorsque le Nigeria, confronté à une demande interne accrue, avait redirigé le gaz destiné aux pays voisins, perturbant l'approvisionnement en électricité. Cette situation soulève une question fondamentale. Comment ces pays peuvent-ils se préparer à de telles interruptions fréquentes? La dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur représente un risque majeur. Pour éviter de telles crises à l'avenir, il devient impératif de diversifier les sources d'énergie, de renforcer les infrastructures locales et de développer une coopération régionale plus robuste pour gérer collectivement les défis énergétiques. Les nations africaines ont adopté samedi dernier une nouvelle stratégie pour faire progresser le développement agricole et les systèmes alimentaires. Cette nouvelle stratégie amène les pays africains à intensifier la production alimentaire durable en augmentant la production agroalimentaire de 45% d'ici 2035. Suivons. Afin de promouvoir le développement agricole, la gestion durable de l'environnement et la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine PDDAA de l'initiative de la Grande Muraille à travers le continent, les nations africaines ont récemment adopté lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine en Ouganda une nouvelle stratégie pour faire progresser le développement agricole et les systèmes alimentaires sur le continent. D'après la Banque mondiale, en Afrique, plus de 656 millions de personnes ont du mal à se procurer chaque jour une alimentation correcte, saine et variée. Toutefois, la même source indique que la souveraineté alimentaire africaine est confrontée au défi des chocs climatiques, sociopolitiques qui affectent la productivité et les coûts de production sur les marchés. Dans ce nouveau cadre, les pays africains se sont engagés à intensifier la production alimentaire durable en augmentant la production alimentaire de 45% d'ici 2035 et en réduisant les pertes après récolte de 50%. Ils se sont également convenus de stimuler l'investissement et le financement dans le secteur agricole en visant à mobiliser 100 milliards de dollars américains d'investissements publics et privés d'ici 2035.
La montée des eaux du lac Tanganyika a plongé la ville d'Uvira au sud de Kivu en RDC dans une grave crise humanitaire. Les inondations ont provoqué des dégâts considérables avec plus de 3000 maisons submergées et des milliers de déplacés. Le point avec Léonce Sagbo. La ville d'Uvira, située au sud de Kivu, en République démocratique du Congo, est confrontée à une grave crise humanitaire due à la montée continuelle du niveau du lac Tanganyika. Ces eaux ont inondé les environs et provoqué des dégâts considérables. Plus de 3000 maisons ont été submergées, déplaçant plus de 36 000 personnes. Loin d'être résolue, la situation continue de se détériorer. Des milliers de personnes se retrouvent donc dans un besoin urgent d'aide. Comme si cela ne suffisait pas, les habitants se retrouvent face à d'autres dangers, notamment des rencontres avec les hippopotames, chassés eux aussi de leur habitat. La population du groupement de Kalungwe et Kamba Makobola dans la chefferie de Bavira se plaint beaucoup contre la décision de leurs champs vis-à-vis de ces hippopotames. Mais ces hippopotames viennent détruire leurs champs. Des familles ont été forcées d'abandonner leurs maisons et de chercher refuge dans des abris surpeuplés ou chez d'autres familles. Des quartiers entiers ont été engloutis par les eaux et un retour immédiat à la normale n'est pas envisageable. L'agriculture locale, source vitale de retenue de nombreuses personnes, a également été dévastée. Les hippopotames ont détruit les récoltes le long du lac, aggravant les difficultés des agriculteurs. Le lac Tanganyika, depuis 1964, s'est retiré d'environ au moins 150 mètres. Mais curieusement, vers l'année 2023-24, le lac Tanganyika a repris ses plages. La montée des eaux du lac Tanganyika est un événement sans précédent car ayant subi du recul depuis des décennies. Le centre-ville et de nombreux autres quartiers sont toujours sous les eaux. Toutes ces places-là qui étaient déjà érigées comme des parcelles et construites, toutes ces maisons ont été englouties. Alors que les populations déplacées sont confrontées à des conditions de vie difficiles et à la perte de leurs biens, le besoin urgent d'aide humanitaire devient de plus en plus pressant. Les déplacements et la dégradation des conditions de vie exigent une attention immédiate afin d'aider les familles touchées et de reconstruire la communauté. Sans une intervention extérieure, la crise posée par la montée des eaux du lac Tanganyika à Uvira continuera de s'aggraver. Le Maroc, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030, a opté pour les énergies renouvelables et les pratiques éco-responsables en matière d'infrastructure. Cet engagement démontre la volonté du royaume chérifien à devenir un modèle dans la protection de l'environnement. Rafietou Mbérikou. Le Maroc démontre une fois encore sa volonté de devenir une référence en matière de durabilité et de la préservation de l'environnement. Cela se manifeste par le choix des énergies renouvelables et des pratiques éco-responsables en matière d'infrastructures dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Pour accueillir ces événements d'envergure, le Royaume a lancé un ambitieux programme de construction et de modernisation de ces infrastructures sportives. Ce plan consiste à la rénovation des stades existants et la construction de nouveaux stades de nouvelle génération équipés de technologies vertes dans plusieurs villes. De nombreuses installations dotées de panneaux photovoltaïques sont prévues pour attirer parti de l'ensoleillement généreux du pays et réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Des infrastructures de transport seront mises en place autour des sites sportifs pour encourager l'usage de modes de déplacement moins polluants. La création de lignes de tramway, l'amélioration des réseaux et bus et la mise en place de navettes électriques figurent parmi les initiatives destinées à réduire la pollution atmosphérique et la dépendance aux véhicules individuels.
Au-delà des énergies renouvelables, les infrastructures sont conçues pour minimiser leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. À travers ces initiatives, le Maroc entend allier modernité et développement durable et marquer l'histoire en organisant un mondial à l'empreinte écologique positive, le plus vert jamais réalisé. En outre, ces initiatives visent non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à fournir une énergie propre pour répondre aux besoins des compétitions. Les déchets plastiques continuent d'envahir la ville de Lomé, causant la propagation des maladies et la dégradation de la qualité de l'eau. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre fin à cette pollution, le mal persiste toujours. Les précisions dans cet élément. Les plastiques non biodégradables nous servent certes au quotidien, mais leurs déchets ont des conséquences graves sur la santé humaine, animale et sur l'environnement. Afin de lutter contre la prolifération de ces déchets dans ces villes, le gouvernement togolais a mis en place un décret interdisant leur usage. Cependant, ces textes ne sont pas respectés par la population. La plupart des citoyens soulignent que ce décret n'a aucun effet sur la situation car il manque de la vigueur dans l'application des décisions. Selon Kokuelom Amegadje, directeur exécutif de l'ONG Les Amis de la Terre, ce décret aurait pu instaurer des mesures stratégiques pour coincer ces producteurs, mais l'utilisation des sachets plastiques ne cesse de se proliférer. La présence des déchets plastiques est une source de pollution et conduit à une prolifération de maladies. D'abord la pollution de l'eau et ensuite la pollution du sol. Pour rappel, en 2011, le gouvernement togolais avait voté un décret dont l'objectif d'amener les consommateurs à réduire leur consommation d'emballages plastiques non biodégradables et aussi parler de la gestion des emballages déjà utilisés. De 2011 à 2015, ce test avait fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation qui a parcouru toutes les régions du pays. Selon des spécialistes en environnement, il faut entre 150 et 400 ans pour que les sachets plastiques que nous utilisons se dégradent. Il faut également prendre en compte l'effet néfaste des déchets plastiques sur la biodiversité, le climat, les nappes phréatiques, les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. Il y a certes des structures de collecte et de recyclage qui font un travail remarquable, mais beaucoup reste encore à faire. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et des estimations tablent sur une production qui dépasse les 600 millions de tonnes en 2030. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et les estimations tablent sur une production dépassant les 600 millions de tonnes en 2030. Seuls 9% de cette production est recyclée et 12% incinérée. Le reste se retrouve dans des décharges, des canalisations ou déversé en pleine nature. Un réseau spécialisé dans le trafic de déchets en provenance d'Italie a été démantelé en Espagne. Selon la garde civile, plus de 40 000 tonnes d'ordures italiennes sont déversées illégalement chaque année depuis 2021 dans des décharges espagnoles sans aucun traitement. Des sociétés basées à Catalogne sont soupçonnées d'être à l'origine de cette fraude. Rafetou Berekou. 15 personnes appartenant à un vaste réseau de trafic illégal de déchets ont été appréhendées en Espagne suite à une enquête menée par les autorités. Elles sont poursuivies pour appartenance à une organisation criminelle, atteinte aux ressources naturelles et à l'environnement, ainsi que la falsification de documents. Selon le communiqué de la garde civile espagnole, ce trafic de déchets était orchestré par un réseau d'entreprises interconnectées basées en Catalogne et en Castille-La Manche. Leur mode opératoire consistait à récupérer les déchets des sociétés italiennes cherchant à réduire leurs coûts et ensuite faire croire que ces déchets seraient valorisés une fois en Espagne. Plutôt que de traiter ces déchets comme la loi l'exige, les trafiquants les acheminent directement vers des décharges espagnoles au mépris des réglementations environnementales qui imposent à chaque pays de gérer ses propres déchets.
La garde civile affirme que ce réseau aurait illégalement déversé depuis 2021 plus de 40 000 tonnes d'ordures italiennes sans traitement dans les décharges espagnoles. Selon les estimations, cette fraude juteuse leur aurait apporté plus de 19 millions d'euros depuis ce temps. Parmi les dizaines de milliers de tonnes de déchets italiens illégalement déversés en Espagne chaque année figurent des déchets toxiques et dangereux et aussi des ordures ménagères et industrielles, ce qui engendre une pollution incontrôlée avec des risques majeurs qui affectent l'environnement et la santé des populations européennes. Le golfe de Gascogne, situé entre la côte cantabrique en Espagne et la Grande-Bretagne en France, sera fermé à partir de demain 22 janvier pour une durée de 1 mois. La décision a été prise par le gouvernement français et vise un objectif précis, celui de protéger les dauphins et cet espace marin. Vous en saurez plus dans ce commentaire signé Vivas Amana. Environ 300 bateaux resteront à quai à partir du 22 janvier et ce jusqu'au 20 février 2025 dans le golfe de Gascogne. La raison de cette pause est que l'État français a ordonné l'arrêt de la pêche durant cette période pour protéger les dauphins. La mesure vise essentiellement à faire baisser le nombre de dauphins morts par capture accidentelle dans cet espace maritime. La décision n'est pas nouvelle car elle avait été déjà prise pendant l'hiver dernier. Le travail qui avait été fait justement pour les mettre en place et les tester a été stoppé net depuis que l'arrêt a été prononcé. On dirait que l'arrêt, c'est une solution pour tout le monde et on ne cherche pas à aller plus loin, à comprendre pourquoi et surtout à trouver d'autres moyens pour lier le métier de pêcheur et protéger les dauphins. En contrepartie, le gouvernement français va indemniser les pêcheurs de la région à hauteur de 80% de leur chiffre d'affaires. Ceci ne suffit pas à éteindre la grogne de la profession. L'arrêt du plan cétacé pour l'ensemble des ports de pêche de Cornouailles sur l'année 2024, c'est un recul de 600 tonnes de poissons en moins sous les criées, donc près de 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble des criées. Effectivement, la criée d'Audierne, elle est impactée par cet arrêt d'activité. L'augmentation du prix du poisson qui est liée à sa qualité et puis à la rareté du poisson, évidemment, ne compense pas la baisse de volume et surtout le manque de certaines espèces. C'est viable? Non, bien sûr, c'est pas viable. Parce que là, on a pris une habitude de fermeture tous les ans. Tout en sachant que, là, c'est encore fermeture d'un mois, mais tout en sachant que l'année prochaine, on n'est même pas sûr que ça va pas être plus. Ou moins, en fait, on n'a aucune certitude. C'est ça qui est aussi un petit peu l'effet de l'épée Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Saisi par des associations environnementales et sous le coup d'une procédure d'infraction de la Commission européenne, puis pressé d'agir par le Conseil d'État, le gouvernement de l'Hexagone a ordonné à l'automne 2023 la fermeture spatio-temporelle de la pêche pour les bateaux de plus de 8 mètres en 2024, 2025 et 2026. La mesure prise pour préserver des espèces de poissons menacées de surpêche est inédite à une telle échelle dans le golfe de Gascogne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon le Conseil international pour l'exploration de la mer, le nombre de prises accidentelles de dauphins dans la zone dépasse le niveau soutenable, estimé à 4 900 décès maximum depuis une dizaine d'années. C'est la fin de ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. L'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.